Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en live avec nos invités suivants. On enchaîne les lives au sommet des jeux 2025 et cette fois-ci, on se retrouve avec Shadi et Jérémy qui est de nouveau présent, qui enchaînent les émissions pour vous parler d'Impatience. Comment on le prononce? Je ne sais plus le prononcer là. J'ai dit Impatience tout à l'heure, c'est très bien Impatience, mais très bien. C'est la vraie prononciation? C'est la prononciation française. Vous connaissez cette gamme de jeux maintenant puisque Shadi est un invité régulier du chalet. On a souvent l'occasion de te croiser, de te présenter tes jeux avec beaucoup de plaisir. Et on avait déjà réalisé une vidéo sur la gamme Mine App qui est disponible sur notre chaîne. On en avait présenté 4 de jeux. Il y en a 2 qui sont déjà sortis. Absolument, Ravel et Last Minute. Ouais. Est-ce que vous les connaissez? Dites-nous sur le chat si vous avez ces jeux chez vous, si vous y avez joué. Impatience, on connaît cet éditeur aussi pour la gamme que tu avais sorti au début, qui était des jeux uniquement jouables solo. Ici, sur ceux-là, il y en a certains qui se jouent en coopératif, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, Mayor of Chicago a la spécificité d'être jouable en solo ou en coopératif à 2 joueurs si chaque joueur a sa boîte de jeu. Ah, donc il faut 2 boîtes de jeu. J'ai Ravel, nous dit Gatsby. J'adore Ravel, nous dit Taberny. Qui est aussi coop, ça me rappelle, si je me souviens bien. En fait, Ravel, c'est très étrange. On l'a prévu pour un joueur seulement. C'est vraiment comme ça qu'il était pensé par l'auteur. On n'a pas voulu faire de développement et forcer un nombre plus élevé de joueurs parce qu'on n'a pas de problème à éditer un jeu pur solo quand c'est le cas. Et en fait, on l'a présenté à Cannes et on n'a pas eu une seule table solo pendant tout le festival. On a eu des tables de 2, 3, 4, même 5 personnes qui se mettaient autour pour le résoudre. Donc en fait, c'est... Oui, est-ce que c'est vraiment un solo ou c'est devenu un coop par la force des choses? C'est bête, tu vois, pour moi c'est un coop parce que même nous on est joué ensemble et c'est cette dynamique du coop, de partager un casse-tête. C'est un casse-tête, effectivement, ça peut jouer tout seul, mais cet échange, ce partage, cette tension aussi, la tension elle se crée avec le nombre de joueurs autour de la table. Je sais que tu es capable de la créer tout seul, Shadi, mais on aime bien aussi les interactions qu'il y a autour de ça. Allez voir la vidéo qu'on a faite, vous verrez vraiment le plaisir qu'on a eu à jouer à ce jeu-là. On parle aussi donc de Freyguard et Mayor of Chicago dans cette vidéo-là, mais ces jeux-là ne sont pas encore sortis, c'est ça? Non, en fait, ils étaient prévus pour Essen cette année, mais malheureusement, des petites circonstances à l'international, comme une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, a fait qu'on a dû reporter ça parce que nos partenaires américains nous ont dit que tant que la situation n'était pas plus claire, ils étaient très hésitants à commander, et donc on avait le choix entre faire une sortie européenne mais plus modeste, ou ce qui est toujours un peu dommage. Oui, surtout qu'on est quand même un éditeur très niche avec ce qu'on fait chez Impatience, et donc on s'est dit on va attendre un peu. C'est pas plus mal de continuer à défendre Ravel et Last Minute qui ont eu de très bons retours depuis Cannes, de continuer à les défendre aussi à Essen. On comptait de toute façon les prendre à Essen, mais ils auraient partagé la vedette, ils auraient peut-être été éclipsés par ces nouveautés, et donc du coup, Mayor of Chicago et Freyguard sont reportés à Cannes l'année prochaine. On a sur le chat Duncan, dont je te parle à chaque fois que tu viens au chalet en te disant « Ah, c'est un fan absolu des jeux Impatience ». Tu le connaissais déjà, Duncan? Tu l'avais déjà croisé ou c'est la première fois que tu le croises? C'est la première fois que je le croise. Parce que là, il est au sommet des jeux. Donc enfin, on a fait la rencontre entre Duncan et Impatience. Depuis le temps qu'il joue à tes jeux, qu'il les supporte et qu'il en parle autour de lui, ça fait partie de tes ambassadeurs, je pense. Freyguard, c'est un jeu avec un thème fort, une règle qui est relativement simple. C'est très simple, c'est du stop ou encore. On a 3 cartes en main et on peut essayer d'améliorer sa main. On peut soit la scorer telle qu'elle, soit essayer de l'améliorer en piochant une nouvelle carte et en défaussant immédiatement une. Mais évidemment, faire ça va nous amener à épuiser le paquet plus vite, et donc il va falloir à chaque tour estimer est-ce que ça vaut la peine de pousser, est-ce que je suis content avec mon score, ou est-ce que j'essaie de l'améliorer au risque de réduire le paquet. Il y a aussi une carte déroute, une seule, mais c'est très intéressant en termes de game design. On va évidemment pas la piocher très souvent, mais psychologiquement le fait de savoir qu'elle est là et qu'elle peut ruiner complètement la main si on la pioche suffit aussi. Donc ça c'est intéressant aussi en termes d'économie de moyens de game. Toutes les façons possibles d'avoir... On va pas réexpliquer tout le jeu, mais de toute façon, vous avez la vidéo pour pouvoir le redécouvrir. Mayor of Chicago, par contre, c'est un jeu qui est un peu plus complexe. Ça fait partie des jeux les plus complexes que vous ayez sortis. C'est probablement, dans la gamme Mini,
certainement le plus complexe. Et oui, alors après c'est difficile, est-ce que c'est ça ou c'est Siberion qui est considéré comme un des plus complexes dans l'univers? C'est un peu difficile de comparer, c'est autre chose, mais certainement dans la collection des Minimes, mais c'était un peu aussi le but dans cette collection, que le point commun ce soit vraiment le format des boîtes et l'accessibilité des règles, parce que même s'il est plus complexe, les règles sont très très faciles à prendre en main, mais c'est vrai que voilà, c'est un jeu plus complexe. Le principe de base est hyper simple. On a des cartes qui représentent d'un côté la ville de Chicago et de l'autre donc là on a la ville de Chicago d'un côté et des assistants. Chaque carte a un assistant différent, et en fait on va piocher. Chaque tour, on pioche une carte et on décide soit de l'ajouter à la ville pour créer des quartiers. On fait un quadrillage de cartes. Exactement, on fait un quadrillage de cartes. Soit on engage l'assistant qui est de l'autre côté. Et en fait, le but, c'est évidemment de faire le puzzle le plus efficace possible avec le maximum de symboles identiques dans chaque quartier. Ça, c'est un quartier industriel pas mal, qui peut rapporter pas mal d'argent. Et ensuite, de placer au mieux les assistants afin, généralement, qu'ils répercutent leur pouvoir sur les cases alentour, ou aussi certains, par exemple celui-là c'est un mauvais exemple dans la mesure où il fait tout à fait autre chose, mais voilà, donc il va falloir jouer sur les pouvoirs des assistants, la quantité d'argent qu'on a, tout ça pour pouvoir battre le maire sortant. Là on en a 8 différents qui ont chacun une belle affiche électorale, mais surtout des statistiques différentes sur lesquelles on va devoir tenir compte de ces statistiques pour éventuellement le battre en popularité s'il le faut, le but final étant d'avoir plus de voix que lui à la fin du jeu. Le nom des auteurs de ces deux jeux est une information précieuse pour comprendre la stratégie que vous allez devoir exécuter pour arriver à faire le meilleur score possible. Sur Mayor of Chicago, nous avons Xavier Georges, qu'on connaît bien, qui a fait plein de grosses boîtes de jeux passionnantes. On peut citer 3 par exemple. Carson City, c'est lui aussi, il me semble. Oui, Carnegie, voilà. Un auteur qui est plutôt spécialisé dans les jeux experts. Sur le boîte, Rainer Knizia, vous connaissez aussi. On en a beaucoup parlé encore à l'occasion de ce sommet des jeux, parce qu'il a toujours une actualité. On vient de parler de Rebirth. Donc, c'est un auteur qui a une actualité forte en ce moment. Mais tu n'es pas venu qu'avec ces boîtes qu'on connaissait déjà, tu es venu aussi avec des boîtes qu'on ne connaît pas encore. Absolument, je suis venu avec une boîte qu'on ne connaît pas encore. Quelqu'un qu'on connaît déjà. Et d'ailleurs, c'est qui explique pourquoi quelqu'un qu'on connaît déjà. Mais c'est pas ton nom que je vois sur la boîte, Jérémy. Non, mais en fait, Jérémy a eu un rôle super important dans ce jeu, c'est que c'est mon co-développeur. Co-développeur. Ouais, tout à fait. Oui, parce que tu te spécialises. Alors, Jérémy, on te connaît en tant qu'auteur. Tout à fait. Il y a pas mal de jeux que tu as fait, souvent des idées très originales. Mais tu développes aussi des jeux maintenant. Et attends, parce que nous, au sommet des jeux, on le connaît aussi comme DJ. Oui, DJ, Jérémy. C'était vraiment Tu as un nom de DJ, un pseudo? Ouais, pour rigoler, c'est je remix, mais après. Jérémix. Ouais, mais c'est pour rigoler, quoi. Très bien trouvé. Ouais. Mais après, je fais de temps en temps quelques soirées, mais ouais. Mais oui, donc je fais du développement parce que. Parce que j'aime beaucoup ça. J'adore partir sur un projet qui, avec vraiment une intention qui me plaît. Et là, Amazing, vraiment, l'intention du jeu me plaisait beaucoup. C'est ici d'ailleurs, c'est un scoop. Mais oui, parce que vous êtes c'est un scoop, mesdames et messieurs. Scoop, cette présentation de ce jeu, on ne le connaissait pas encore, on le découvre pour la première fois. Aujourd'hui, hop, c'est notre 32e scoop lors de ce sommet des jeux. 32, regardez, le compteur augmente. On l'a dit, si on arrive à 100, ça va être compliqué. On sait jamais. Si on arrive à 50, ça sera déjà pas mal. Puis, on a Gaëtan Bojano qui revient avec Instaplay, qui était venu avec Forge Next, qui avait livré beaucoup de scoops. Donc, je compte sur lui pour aller jusqu'à 100 maintenant. Bon, après, je laisserai Shadi parler du jeu en détail, mais ce qui m'a vraiment plu dans ce projet, c'est que c'est un jeu abstrait. Donc, un jeu à information complète, et donc on sait mes goûts pour ça. Ah bah t'en as signé un génial, notamment un en particulier, peut-être plusieurs, mais... Non, j'ai fait Yoxi et Oxono, et voilà. Moi je pense à Yoxi que j'adore. Okay, j'ai moins en tête Oxono, je me rappelle moins. C'est un jeu d'alignement, t'avais joué en live avec Marie dans un monde de jeu une fois. T'avais gagné d'ailleurs. Ah bah c'était super. Marie était dégoûtée. Ou alors je les confonds. Marie, du coup, elle était... Voilà, donc c'est un jeu abstrait. Et l'autre catégorie que j'affectionne dans les jeux de société, c'est les jeux coop. Et là, on a un jeu abstrait coop. Donc, je suis hyper curieux. Je connais pas du tout. Moi, je le découvre aussi en même temps que vous. J'y ai pas encore joué. Je suis hyper curieux de savoir comment ça fonctionne. Parce que vous avez chez vous des jeux abstraits et coop? Moi, j'en ai pas. Ouais, c'est très très original.
Donc voilà, après, il y a une autre histoire encore derrière, mais je vais laisser quand même Shadi présenter des petites particularités de ce jeu aussi. Donc, racontez-moi quand même, vous vous êtes croisés pour la première fois ici, au Sommet des Jeux. Ouais, il y a déjà 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. On avait sympathisé, mais voilà, je me rappelle avoir joué à un de tes protos à l'époque. Et puis, je savais que tu étais spécialiste, que tu avais fait des jeux abstraits. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu envie de te montrer, juste pour le fun, l'année passée, Mazing, parce que là, je dois rembobiner un peu. Mais en fait, c'est une réédition. Mazing a été publié dans les années 80 sous le titre de Maze par Jim Dickow, qui est donc un auteur canadien qui doit avoir maintenant 85 ans et qui depuis 40 ans fait du jeu coop. Il le fait, je pense qu'il a une petite usine, atelier, enfin plutôt un atelier dans le fond de son jardin au Canada, et il bricole un peu ses boîtes de jeux lui-même qu'il met dans le commerce. Et donc j'ai découvert tout à fait par hasard le jeu Maze. La boîte, je ne l'ai pas amenée, j'aurais dû, mais tu l'as vu, c'était magnifique. C'était une espèce de boîte années 80 avec une photo pixelisée du plateau. Enfin, le truc évidemment imprésentable aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que je l'ai découvert à un moment où j'étais en train de réfléchir justement à la possibilité de créer ou de trouver un auteur qui créerait un jeu justement solo, coop, abstrait, ce qui à ma connaissance n'existait pas. Et donc je tombe sur cette vieille boîte de Maze, donc l'édition originale s'appelle Maze, et c'était incroyable. En fait, c'est un jeu incroyable, c'est un jeu qui a plus de 40 ans, et le principe, je vais peut-être l'expliquer en montrant notre nouvelle version. Évidemment, il y a eu un énorme travail graphique dessus, et aussi un travail un peu quand même sur les règles, d'où le développement et notre présence ici. Donc le principe en on va le deux mettre mots, un tout petit peu plus vers la gauche, hop, comme ça, là on est bon, Mais Jérémy, tu veux peut-être expliquer le principe, si tu veux. Alors, le principe, c'est qu'on va placer des pièces aléatoirement. Donc ici, je vais inverser. Ici, on a le camp des pièces noires, et ici, on a le camp des pièces blanches. On le reconnaît par rapport au bord qui est ici. Pour l'installation. Ouais. Hop. Alors dans la mise en place, en principe, on retourne toutes les pièces blanches, on les mélange et on les place. Là, on va pas le faire parce que ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que il y a un nombre vraiment incroyable de possibilités, puisque chaque départ va être différent. Parce qu'on va à chaque fois mettre les pièces aléatoirement, et on va devoir adapter notre jeu, notre stratégie par rapport au placement initial. Le but du jeu, alors comme dans les jeux abstraits, il y en a plusieurs, et celui-ci, c'est un jeu, je pense que le jeu le plus connu dans ce style-là, c'est Corridor. Oui. C'est-à-dire que le but, c'est d'amener son pion adverse de l'autre côté. Eh bien, on a exactement le même principe ici. C'est-à-dire qu'on a ici les messagers qui doivent traverser le plateau et venir se déplacer jusqu'à ici. Leur lieu d'arrivée, qui est ce cercle noir, ces deux cercles noirs qui sont là. Voilà. Et donc, le déplacement de ces pièces se font en diagonale. Donc, il y a un côté élégant. Alors, pour ceux qui savent, je suis joueur d'échecs. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est que cette pièce-là se déplace comme les fous aux échecs. Ça veut dire que celui-ci va obligatoirement se déplacer que sur les cases blanches. Et celui-ci, vu qu'il se déplace en diagonale, il va se déplacer que sur les cases noires. Et on voit bien que là, vu que ces pièces-là ne peuvent pas sauter par-dessus les pièces, eh bien, il va falloir bouger les pièces qui sont devant. Le déplacement des pièces qui sont devant, eh c'est très simple, c'est vraiment écrit dessus. Cette pièce-là, par exemple, elle va se déplacer obligatoirement de 2 cases. Pas une seule case, c'est marqué 2 petits points, 2 cases. Et vous voyez, soit à gauche, on peut également aussi reculer, soit devant. Et la petite particularité du jeu, c'est pour ça qu'on va avoir le côté maze, le côté labyrinthe, c'est que cette pièce-là, si je commence à la déplacer de 2 cases ici, j'arrive sur une case où il y a des griffes, vous voyez, où elle va être saisie, et on va donc la retourner. Cette pièce-là, je ne pourrai plus la déplacer, et ce qui va constituer une sorte d'obstacle, de mur, et qui va venir un peu embêter les messagers pour aller de l'autre côté. Et toutes les autres pièces d'ailleurs, parce que c'est là, par exemple, on ne peut se déplacer que d'un point tout droit à gauche ou à droite, et là déjà on a bloqué une possibilité pour cette place. Ouais, tout à fait. Et ensuite, donc, chaque déplacement, ils ont une particularité. Il y a notamment le météore que j'aime beaucoup parce que c'est une pièce qui va venir un peu thématiquement on va la mettre où on veut sur le plateau, donc c'est très 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 fort. Mais une fois qu'on l'a posée, par exemple je la pose ici, elle va venir être directement se condamner. Donc vous voyez, il y a pas mal de possibilités de venir se contraindre un petit peu. Après, plus on condamne de pièces et plus l'avancée est complexe, quoi. Et là, la difficulté, c'est que la mise en place initiale est aléatoire, c'est ça ? Exactement, elle est aléatoire, ouais, tout à fait. Parce que sinon, il y aurait une réponse. Exactement, mais c'est pour ça que ça se renouvelle quasi à l'infini, parce que les mises en place vont être c'est hyper lisible, les
Les déplacements, Les déplacements qui sont inscrits sur les pions. Et alors celui-ci est un peu curieux, mais une fois on le sait, on comprend. Ça c'est un pont, ça dessine un pont, donc ça saute obligatoirement. Ouais. On ne peut pas juste se déplacer d'une case, il faut obligatoirement sauter. On saute sur la prochaine case disponible. C'est juste ici par exemple. Et on reconnaît ça, C'était logique. Ou en diagonale aussi. Et Et on ne diagonale peut également. jamais En enlever également aussi. de tuiles du plateau. Les pièces restent sur le Ah plateau. ouais, donc oui, c'est vraiment Paris embouchonné aux heures de bouchon. Tu dois Ouais. reconnaître peut-être, Martin, tu sais, cette pièce-là, à quoi elle correspond, c'est le totem de Yoxi Ouais. qui va... Parce que là, on peut sauter aussi autant de cases qu'on veut, tant qu'il y a des pièces, on peut sauter comme D'accord. ça et d'une case. Ouais. Par contre, voilà. Une fois Mais ça, qu'elle est là, c'était voilà. pas dans le jeu de base, c'est des choses que tu Celle-ci, non. as... Ouais. En fait, elle était, mais c'était, il fallait obligatoirement oui, de faire un oui, virage, c'est c'était ça. un peu particulier. En fait, on a fait surtout avec Shadi, j'ai fait un travail surtout sur l'ergonomie des pièces pour qu'elles soient très intuitives et qu'on n'ait pas de questions à se poser. Et après, on a fait aussi un travail ensemble un petit peu, beaucoup, Shadi aussi, de faire des propositions sur le côté graphique des pièces pour que ça soit très clair, pour qu'on comprenne tout de suite les déplacements. Et toi, Je ton crois qu'on apport a a une été question. essentiel aussi sur Ouais. la qualité, parce que Jim avait déjà, c'est vraiment incroyable parce que c'est un auteur très très vieille école et qui Oui. n'a jamais été dans le courant mainstream, donc il n'a jamais travaillé avec les grandes boîtes allemandes. Et c'est pas vrai. Il a eu quelques jeux qui ont été sous licence, mais il n'était pas dans le bain européen des jeux. Mais il y a quelques intuitions géniales, par exemple ces cases qui attrapent les pièces, elles existaient déjà dans son jeu de base, mais c'était 2 lignes, ce qui posait des petits problèmes. Il y avait des configurations initiales qui étaient perdantes dès le début. En les analysant bien, Ouais. on se disait dès le début, mais en fait ça sert à rien que je commence à faire des petits déplacements parce qu'on a perdu d'office dans Ah cette oui, donc ça, configuration. c'est pas top. ouais. Et Jérémy a identifié ça très très vite et il a proposé 2. Donc il y a une configuration entre guillemets facile qui est la configuration de base et le plateau est recto verso et tu as proposé une deuxième un deuxième plateau avec ces cases dentées qui sont placées autrement pour augmenter le challenge. Et c'est assez marrant parce que c'est complètement l'inverse de ce qu'il y a là. C'est-à-dire que l'autre plateau qui est en dessous, ça va être les cases qui sont au centre qui seront condamnées Ouais. et les diagonales qui sont là et là, là et là en fait. D'accord. C'est 2 diagonales. En fait, en réalité, c'est les diagonales qui sont ici et les diagonales qui sont ici, ce qui fait que les 4 cases du centre se condamnent. Quoi. On a ça une oblige question. une réflexion un peu différente. On a une question d'Amik sur On le en a chat qui plusieurs, est assez intéressante, c'est comment on perd. Quand À on quel est moment bloqué, en à quel fait, moment on il y a sait, un bon, moment, là, on est- c'est perdu. il y a un moment où on est bloqué, si on a mis trop d'obstacles, si on a mal joué ses météores, Ouais. si on a bloqué trop rapidement ses cases. Il y a aussi une variante qui est en fait une variation, je trouve plus intéressante que toi tu as trouvé sur une idée de base de Jim. Aussi, lui disait ceux-là ne peuvent pas reculer. On a trouvé que ça rendait le jeu quand même, ça fermait le jeu très très vite. Et toi tu as suggéré qu'en fait les messagers ne puissent pas reculer. Donc on a 4 variantes difficiles dans le jeu et une de ces variantes, donc une des variantes c'est le recto, c'est le plateau plus difficile. L'autre, c'est la règle optionnelle que les messagers ne peuvent jamais reculer. Et donc, du coup, il faut de façon beaucoup plus claire avoir les chemins. Et là aussi, la défaite peut arriver beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas la possibilité de se tourner autour et d'arriver au but. Ouais. Après, pour savoir si on est bloqué, c'est pas hyper compliqué. C'est quand on voit un messager, obligatoirement, il va falloir que je regarde les cases blanches et je regarde s'il y a un chemin que j'ai pas bloqué toutes les cases possibles. Ouais. Si je commence à bloquer, par exemple, 7 cases blanches, 7 cases blanches, 7 cases blanches et des cases blanches ici, là, Ah oui, sur pour ce plateau-là, aller, c'est pas possible, mais on peut voir que... Avec la météore, c'est possible. Ouais, c'est avec la météore, c'est possible, mais en fait, on peut voir qu'on Oui. se bloque, quoi. Oui, Et le là, chemin des messagers est connu quand Tout à même, fait, malgré ouais. tout, puisqu'il passe Tout à par les diagonales. Mm. Eh bien, on a vraiment hâte de se creuser la cervelle sur ce jeu. C'est le premier jeu auquel tu participes en tant que développeur ou Et c'était déjà non, arrivé non, en fait, j'ai fait Abracadabra. Oui. C'est moi qui ai développé avec Subverti. Et pareil avec Amarok aussi, donc le dernier jeu qui va sortir. Et après chez un autre éditeur, mais pour l'instant je ne sais pas trop en parler. Ok. Et voilà, et donc après Shadi. Donc voilà, c'est le 3e éditeur avec qui je travaille. Ce qui m'a énormément plu dans ce jeu, à la base, les jeux abstraits me fascinent, mais j'ai assez peu joué aux jeux abstraits. C'est aussi pour ça que je demandais à Jérémy de m'assister dans le développement, parce que je me sentais pas très légitime. Je me sentais pas que c'était vraiment mon point fort. Et ce qui me fascine particulièrement dans ce jeu, on le sait, les jeux abstraits, il y a un peu ce côté bataille d'intelligence. Et beaucoup de gens peuvent se sentir intimidés. Et si on perd, c'est en fait, on a été bête. Dans n'importe quel jeu, même Azul, on en parlait d'ailleurs, c'est pas vraiment un jeu abstrait. On peut toujours se dire, j'ai pas eu de la chance, j'ai pas eu les tuiles qu'il me fallait. On perd un jeu d'échecs ou n'importe quelle partie de n'importe quel jeu abstrait. On a juste été moins malin que l'adversaire. Et ça, c'est une sensation avec laquelle beaucoup de joueurs ont du mal. Et évidemment, le fait que ce soit un coop annule totalement ça.
Avec l'avantage, en plus, je sais pas si toi tu l'as ressenti quand tu l'as fait jouer, mais un jeu abstrait aussi quand on joue avec un joueur plus faible que soi, c'est pas très très marrant. Un jeu où il y a du hasard, on fait découvrir Azul à un joueur débutant, il peut gagner. Ça va pas nécessairement, parce qu'il faut quand même un certain degré de compétence, mais il peut vraiment avoir de très très bons tirages. On peut avoir des tirages pourris, et ça rend la partie très difficile. Ici, jouer avec un joueur débutant ajoute du challenge aux joueurs expérimentés. Parce que voilà, il faut négocier des placements qui sont pas nécessairement des mouvements qui sont pas nécessairement optimaux, et c'est vraiment très excitant sans être trop prise de tête. Absolument. En réalité, c'est assez fluide parce qu'on a quand même beaucoup de déplacements possibles et c'est pas très punitif vu que les pièces peuvent reculer quand même. On a droit à l'erreur, quoi. C'est juste les cases où vraiment on va venir se condamner. C'est vrai que ça, on va venir vraiment réfléchir. On va avoir ce dilemme de est-ce que je sacrifie ou pas une pièce. Voilà, juste ce moment-là où on va réfléchir un peu et on va le faire de façon collégiale. Donc, mais après le reste c'est très très fluide. Et c'est aussi une idée de génie en termes de game design parce que ça évite d'avoir un jeu, enfin comme un peu le syndrome Rubik's Cube où on n'y arrive pas, mais en fait théoriquement on peut encore chipoter pendant des heures avec le Rubik's Cube sans jamais trouver. Ici, le fait que des pièces se bloquent à un moment peut créer une situation de blocage où on se dit ok, ce Rubik's Cube là je vais jamais y arriver, c'est bon, mais c'est pas un abandon par lassitude, c'est simplement voilà, la situation elle est fermée, on peut plus y arriver. Je vois des questions, on joue à tour à tour. Oui, en fait on fait un ou deux ou trois mouvements avec des pièces de sa couleur et puis on passe le tour au joueur suivant. Après, ce qui m'avait plu, moi quand j'avais testé le proto, c'était que ça paraît vraiment hyper complexe. Je me suis dit, tout le temps on dit mais on va jamais y arriver. Et en fait, au fur et à mesure, on débloque des choses, on débloque des cases, on avance. Et en fait, au final, une confrontation entre les idées des gens, j'imagine. Oui, bien sûr, ouais. Mais en fait, on essaie nous de se débloquer de son côté, puis lui il va débloquer du sien, puis à un moment donné, il va y avoir un chemin qui va se frayer, et on va lui dire ça serait bien, je vois bien comment je peux me dégager. Est-ce que toi tu peux dégager ce coin-là? Et lui il va dire oui, ok, prochain coup je te dégage ce coin-là, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on arrive, et c'est très satisfaisant de penser qu'au final c'était complexe. Au final, on y arrive, et ça c'est très satisfaisant, quoi. Alors je réponds aussi à la question, c'est prévu plutôt en mode solo. En fait, il y a tout à fait moyen de jouer seul. On doit alterner les couleurs, comme ça c'est une obligation, mais on joue un ou deux ou trois coups dans une couleur et voilà. Alors c'est très bien en solo pour les personnes qui sont habituées aux jeux abstraits. Je le précise parce que c'est quand même pas évident de se projeter sur d'un côté à l'autre, etc. Et c'est pour ça que même des gens qui ont l'habitude des jeux abstraits, ils sont quand même contents d'avoir une personne en face qui a son plateau, ça enlève un petit peu le côté gros effet leader. Alors, bien sûr, si vraiment quelqu'un absolument veut faire l'effet leader, il pourra. Mais autant jouer seul. Voilà. Mais vraiment, moi je sais que je laisse mon adversaire prendre les décisions. Il y a juste les décisions sur quand il condamne mon partenaire. Je vais vraiment lui dire là on discute un petit peu, mais après sinon je le laisse faire avancer dans son plateau, avancer ses pièces, parce que moi de mon côté je fais mes combinaisons ici, quoi. C'est ce que j'ai dit, en fait moi j'aime bien, même quand je vois un coup qui n'est pas optimal, qui même va nous mettre en difficulté, je me dis c'est un défi en plus, comment on va plutôt dire non on fait plutôt ça, non, alors je préfère effectivement jouer seul. J'aime beaucoup jouer à deux et le faire découvrir aussi pour ça, j'ai une difficulté supplémentaire, comment résoudre ce ça problème. génère des questions et plein de commentaires dans le chat. Est-ce qu'il y aura un playmat? Est-ce que c'était trouvable sur MyLudo? Pas encore, parce qu'il n'est pas sorti. Là, est-ce que c'est vraiment la première fois qu'il y a un visuel qui sort en public? Il y a scoop visuel. On l'a compté en scoop. Je ne l'ai pas trouvé sur MyLudo, ça on l'a dit. Est-ce qu'une vidéo sera prévue? Alors il sort quand le jeu déjà? Alors oui, bonne question. A priori, ce serait pour printemps-été de l'année prochaine. Oui. Alors bon, voilà. Ces dernières années, j'ai appris à ne pas être trop à cheval sur les dates. Printemps-été ou Essen de l'année prochaine. D'accord. C'est ça. Voilà. Mais l'année prochaine, en tout cas, c'est ce qu'on vise. Et puis, ça paraît mettable en ligne, parce que ça peut être développé en ligne. Ça peut très facilement être développé en ligne. Évidemment, un des grands plaisirs qu'on a dans les jeux abstraits, c'est la manipulation des pièces. Et là aussi, on a beaucoup réfléchi sur quelle est la meilleure ergonomie, et on s'est dit que c'est quand même très jouissif à manipuler, mais oui, c'est très facile à mettre en ligne. Eh bien, on aura l'occasion de vous en reparler, de vous le montrer. Tu viens avec Subverti? Parce que Subverti a une date au chalet. Oui. Tu en fais partie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à ce moment-là aussi. C'est possible. On verra bien. On en rediscutera de tout ça. En tout cas, on suivra ce projet qui est très original.
atypiques. On n'a pas souvent des projets atypiques, on a souvent des projets où on se dit « Ah oui, c'est comme d'hab ». Et bien là, non, c'est pas comme Je d'hab. pense qu'elle plaît à l'éditeur. J'aime pas les jeux abstraits, mais j'adore les coops, donc je suis très curieuse. C'était un peu ma réaction aussi. C'est vrai que les jeux abstraits, c'est pas la catégorie que j'ai le plus fréquentée. Et là, je me suis dit, non, ça, je dois jouer. Et voilà, le jeu m'a tellement plu. Je me suis dit, il faut ramener ce jeu à un public moderne. Ça m'a très motivé, inspiré de faire des jeux coop en abstrait. Parce que moi, je sais que j'aime bien faire des jeux abstraits, mais le problème, c'est que c'est pas évident de trouver des éditeurs qui ont l'envie, le courage. Et tu en as d'autres, c'est ça que tu es en train de me dire. Bah, du coup, ça m'a donné envie de développer des jeux abstraits coop. Du coup, peut-être que je me dis, là, ça sera plus simple, et notamment peut-être Shadi. Bah, on a même eu des idées en discutant autour de ça. On a un embryon d'idées qu'on aimerait bien. Tout à fait. On verra si le public est au rendez-vous. Ou alors des jeux coop compétitifs. Non. C'est la fin de cette émission, je suis un peu fatigué. Ça, je suis pas sûre. Merci beaucoup pour cette présentation de Mazing, donc un jeu qui arrivera l'année prochaine, dont vous avez entendu parler pour la première fois, qu'on attend. Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir envie de vous tester sur ce jeu pour voir si vous êtes capable d'arriver au bout du défi, un vrai défi, plus ou moins dur j'imagine en fonction de la disposition initiale. Est-ce que vous allez proposer dans le livret de règles, ça c'est une vraie question, moi ça m'intéresserait ça, que dans le livret de règles il y ait des dispositions avec des solutions. Non, parce que j'ai toujours été déçu. D'abord, la mise en place est embêtante. On regarde le truc, on se dit c'est là. Et puis les solutions, moi il n'y en a pas qu'une en fait. J'aime beaucoup ces jeux solo où juste on met en place et puis suivant la mise en place, on va avoir à chaque fois un défi différent plutôt que d'avoir un carnet. Par contre, les défis, comme on a dit, il y en aura des différents. Et pour ceux qui sont vraiment très compètes, ils pourront se mettre le timing de 5 minutes, qui est hyper challenging. C'est une des variantes difficiles. C'est la variante Blitz, une des 4 variantes. Vous me dites qu'en 5 minutes c'est faisable, ça m'impressionne. C'est 5 minutes pour faire le premier coup. Même en mode difficile, en 5 minutes, c'est faisable. Après, là, pour le coup, on discute, mais rapide. En fait, on a 4 niveaux de difficulté, 4 variantes difficiles qui sont toutes compatibles les unes avec les autres. Donc on peut vraiment, on peut mélanger les difficultés comme ça. Est-ce que toutes les positions de départ sont forcément gagnables? Ça, c'est une question hyper importante. En fait, on avait fait le calcul sur c'était combien de positions de départ? Je pense qu'il y en a une dizaine sur 1 million. C'était 1 sur 600 000 de mémoire, mais en fait, on a résolu. Du coup, tu as refait le changement de pièces. On est reparti sur 2 météores. Ah oui, et du coup, là, on est à 0. Là, il n'y a pas de position. Il y avait 2 pièces tout à fait. ici. Oui, je me rappelle de ce changement. Ah oui, et donc là, on est. Donc c'est toujours gagnable. Apparemment, oui. Mathématiquement, je ne vais pas faire la démonstration. C'est compliqué à programmer la démonstration. En tout cas, c'est très les cas de figure de perdants dès le début sont archi rares. Par contre, c'est-à-dire que la configuration de base où on est bloqué très rapidement, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. D'accord. Il n'y en a absolument pas. Ben voilà, bonne nouvelle. Ça, c'est sûr. On va tester maintenant. Donc, je vois pas après comment on peut se bloquer plus tard. Donc, pour moi c'est... Est-ce qu'on a une question finale, Aline? C'est une question, non? Est-ce que vous avez une question à poser à nos abonnés ou non, on vous a pas briefé dessus? Si. La question pour gagner une grille. Pour gagner une grille de bingo. Oui, ok. Il y en a une. Bon. Alors accrochez-vous, préparez votre clavier. C'est la tienne. Ouais. Ok. Quel a été le thème du premier jeu que j'ai créé? Premier qui trouve le thème du premier jeu créé par Adi chez... Alors Pop, je sais pas si c'est chez Impatient, j'en sais rien. C'était avant. Ah, je ne dis rien. Ouais. Va remporter une grille supplémentaire. On nous dit Onirim, mais Onirim, c'est pas un thème. Oui, c'est l'opéra, en effet. L'opéra, nous dit Macrier au hasard, mais il connaît ton métier d'origine. Tu avais fait un jeu sur l'opéra? Qui n'a jamais été publié, heureusement, parce que c'était vraiment archi nul. J'ai bossé pendant 2 ou 3 ans sur ce proto. J'ai déjà entendu cette anecdote. Et comme c'était mauvais. Mais c'était une bonne école. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, des jeux sur l'opéra, ceci dit. Moi, j'en ai pas tant que ça en tête. Ils en ont fait une boîte hollandaise a fait il y a quelques années La Crimosa, c'est pas sur l'opéra. La Crimosa, c'est pas sur l'opéra. Ouais. Maintenant, il y en a un chez un éditeur espagnol qui va faire sur la rivalité entre Maria Callas et Renata Tebaldi. Ah oui. Qui est une rivalité historique. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner mécaniquement. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir présenté ces jeux, et notamment Mazing, qu'on attend tous avec impatience. Ça, c'est un jeu qu'on va retenir, parce que vraiment, il est atypique. Ouais. Moi, j'ai hâte d'y jouer. Ramène-le quand tu viendras au chalet. Si j'ai une boîte, je la ramène. Ouais, t'auras bien quelque chose, j'espère, quand même. Oui. Merci à tous. On se retrouve, on fait une toute petite pause, et on se retrouve juste après avec Fantasy Game.